En 1996, on a découvert au large de la Caroline du Nord l'épave d'un navire qui aurait été celui du tristement célèbre pirate Barbe Noire. Le Queen Anne's Revenge, le navire amiral de Barbe Noire, héberge actuellement des pieuvres, des murènes et autres créatures marines. Il repose à 7,60 m sous la surface, à moins de 2,5 km du rivage. Ça semble facile d'accès. Les chercheurs devraient pouvoir plonger et explorer le navire sans problème. Pourtant, l'étude du navire a été entravée par le mauvais temps et le manque de moyens. Néanmoins, les archéologues sont de plus en plus convaincus que l'épave est bien celle du Queen Anne's Revenge. Ils ont exploré 50% du site et remonté des objets mangés par la rouille dont il a fallu des années pour les nettoyer et les analyser, mais ils correspondent bien à certaines descriptions issues de sources sérieuses. Mais si vous pensez qu'un bateau pirate qui repose au fond de l'eau depuis 1718 cache forcément un trésor, eh bien non. Jusqu'à présent, aucun trésor à proprement parler n'a été trouvé, seulement des grains d'or. Mais pour les archéologues, tout est un trésor. Ils ont trouvé des centaines d'objets d'importance historique. Un pistolet de détresse, des os de tortue, une seringue en étain et même une fenêtre intacte, une rareté, surtout après un naufrage. En 2010, les plongeurs ont découvert le manche d'une épée ornée de fer, de cuivre et de cornes, le genre de choses qu'on s'attend à trouver sur un tel navire. Pendant longtemps, les scientifiques ont débattu pour décider si le navire avait bien appartenu à Barbe Noire. Après tout, c'est un bateau pirate, on risque pas d'y trouver le nom du propriétaire. Mais finalement, les chercheurs ont trouvé assez de preuves pour annoncer officiellement qu'il s'agissait du Queen Anne's Revenge. Le site de l'épave a même été inscrit au registre national des lieux historiques des États-Unis et placé sous protection. Imaginez la réaction de Barbe Noire s'il apprenait ça. Parlons maintenant de quelque chose de plus discutable. Il existe depuis des siècles en Amérique du Nord des légendes de squelettes géants. De nombreuses tribus du nord-est et du sud-ouest ont raconté que leurs ancêtres combattaient des géants roux. Bien sûr, ces histoires sont très vagues. Certaines parlent de cannibalisme, mais sans évoquer la taille de leurs adversaires. Les versions diffèrent souvent, mais beaucoup mentionnent des cheveux roux. Les Aztèques et les Mayas ont même gardé une trace, c'est un bien grand mot, de leur rencontre avec une terrifiante race de géants qui vivaient au nord. Mais ces preuves sont pas très concluantes. Le plus probable est que les Aztèques considéraient simplement les gens de grande taille comme des géants. C'est plus crédible que l'histoire du ranch de Lompoc. Enfin, chacun son point de vue. En 1833, des soldats mexicains stationnés à Lompoc creusaient un trou pour une fosse à poudre à canon sur les terres d'un ancien ranch. Soudain, les soldats ont découvert un squelette humain. Il mesurait plus de 3,60 m. Le géant avait une double rangée de dents sur les deux mâchoires et il était entouré d'offrandes funéraires telles que coquillages sculptés, énormes haches en pierre. Ça m'étonne qu'il n'ait pas trouvé un ancien ordinateur, preuve d'une civilisation disparue mais très avancée. Considérant cette découverte comme un mauvais présage, les Indiens de la région ont paniqué. Pour éviter tout problème, les autorités ont recouvert les restes du géant. De nombreux complotistes affirment qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Des squelettes géants auraient été découverts partout en Amérique lors d'opérations archéologiques et minières au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et les scientifiques? Eh bien, ils cachent la vérité, bien sûr, ou ils refusent d'étudier ces découvertes parce que j'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas se fier aux gens qui prétendent avoir trouvé des géants. L'histoire du géant de Cardiff le prouve bien. Le 16 octobre 1869, un groupe d'ouvriers a été engagé pour creuser un puits près d'une grange à Cardiff, dans l'État de New York. Les hommes n'ont pas creusé longtemps. Leurs pelles ont vite buté contre quelque chose qui ressemblait à un pied de pierre. Très vite, les ouvriers stupéfaits ont déterré le corps d'un homme. Et pas n'importe quel homme, les restes d'un humain qui mesurait au moins 3 mètres et pesait environ 1300 kilos. La nouvelle s'est vite répandue dans tout l'État. Les gens affluaient à Cardiff pour voir le géant de leurs propres yeux, et les journaux parlaient d'une découverte singulière et d'une nouvelle merveille. Le propriétaire du géant, George Hull, a recouvert le géant d'une tente blanche et il a commencé à faire payer l'entrée. Plus de 2500 personnes sont venues rien que la première semaine, ce qui a permis à M. Hull de gagner pas mal d'argent. Il a fini par vendre sa trouvaille pour plus de 18 000 €. Mais d'où venait ce fossile d'homme géant ?
Tout a commencé en 1868 lorsque Hull, un passionné de science, s'est disputé avec un prêtre et ses ouailles au sujet de la théorie de l'évolution de Darwin. En tant qu'athée, Hull réfutait l'idée que la Terre était autrefois habitée par des géants. Cependant, la majorité était contre lui et il a perdu le débat. Outré par sa défaite et par la crédulité des gens, Hull a décidé de prouver qu'il était facile de tromper les gens en construisant un faux géant. Il a fait extraire un bloc de gypse de 3,2 m de long. Il a ensuite engagé 2 sculpteurs pour créer le géant en secret à l'aide de couvertures pour atténuer le bruit et ne pas attirer l'attention. Une fois prêt, le géant a été transporté et enterré devant la ferme, puis déterré accidentellement par les ouvriers. Cette farce élaborée a coûté à Hull 2 350 €, mais elle lui a rapporté beaucoup plus. Un autre exemple est la momie d'un géant. En 1895, des chercheurs d'or ont fait une découverte incroyable près de San Diego, en Californie. Une énorme momie qu'ils ont surnommée le plus grand géant qui ait jamais vécu. La momie a fait le tour du pays au sein d'une exposition itinérante, mais la Smithsonian Institution a voulu l'acheter, mais cette dernière et les chercheurs d'or ne sont pas parvenus à un accord. Elle a alors été vendue à un collectionneur privé. À première vue, il n'y avait aucune raison de ne pas acheter ce spécimen remarquable. Les chercheurs d'or en demandaient 450 €. Mais lorsque les experts de l'Institut ont examiné de plus près le mystérieux géant, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Sa peau était principalement constituée de gélatine. Oui, c'était littéralement une momie en gelée. Naturellement, les scientifiques ont perdu tout intérêt pour le géant, qui s'est donc retrouvé dans une collection privée. Son propriétaire est parti en tournée avec un cirque itinérant, puis il a cédé aux sirènes des mines d'or de l'Alaska. Il a laissé derrière lui toute sa collection, dont la momie. Vous comprenez pourquoi les récits évoquant de mystérieux géants qu'auraient rencontrés les Aztèques et les Mayas semblent pour le moins discutables, contrairement aux véritables découvertes archéologiques. Ce poignard en quartz découvert en Espagne est considéré comme l'un des artefacts les plus remarquables et les plus sophistiqués jamais découverts en Ibérie préhistorique. Il a fallu une grande habileté pour créer un tel objet. Le poignard, qui daterait d'environ 5000 ans, a été trouvé aux côtés de 10 pointes de flèches, 4 lames et un nucléus ayant servi à fabriquer des armes, tous en quartz. Ces objets appartenaient sans doute à une personne très riche, pour avoir les moyens de les fabriquer ou de les acquérir. Les chercheurs pensent aussi que le quartz pouvait avoir une signification symbolique à l'époque. Les peuples anciens l'utilisaient peut-être pour la vitalité, les rituels magiques et établir un lien avec leurs ancêtres. D'ailleurs, les scientifiques n'ont pas découvert que des objets. Près de la dague se trouvaient les restes de 25 personnes, toutes des femmes, sauf un homme qui serait mort empoisonné. Est-ce qu'il y aurait un lien entre la cause du décès et le quartz? Qui sait? Récemment, des scientifiques ont découvert que les guerriers de Nouvelle-Guinée honoraient la mémoire de leur père d'une curieuse manière. Ils fabriquaient des poignards à partir de leurs fémurs. Parfaitement équilibré, comme toute chose devrait l'être. Ces armes n'étaient pas qu'ornementales, il s'agissait d'outils mortels pour leurs ennemis. Les chercheurs ont découvert que ces poignards étaient plus solides que ceux fabriqués à partir d'os d'animaux et que pour les guerriers, ils étaient un symbole de prestige et de respect pour leurs ancêtres. Ces armes étaient toujours portées de manière ostentatoire afin que tout le monde en connaisse l'origine. Vous imaginez les découvertes des futurs archéologues? Certains d'entre eux se poseront beaucoup de questions à notre sujet, nous, leurs ancêtres. Prenons par exemple ce sarcophage réalisé par un utilisateur de TikTok. Il pèse 1360 kg et il est en béton armé. Il comporte une pierre tombale sur laquelle sont gravés au laser les ingrédients des Flaming Hot Cheetos. Un paquet de Cheetos a été coulé dans de la résine puis suspendu à l'intérieur du sarcophage par des fils métalliques afin de le protéger en cas de tremblement de terre. Ensuite, le créateur du sarcophage a tenté de brûler tous les germes à l'intérieur à l'aide d'un laser. Au-dessus de la sépulture, une inscription indique « Ne pas ouvrir avant 10 000 ans » ainsi que l'année de création du sarcophage. Pourquoi avoir fait une telle chose? C'est pas important, imaginez la surprise des archéologues qui tomberont là-dessus. Traduire l'inscription sera déjà difficile car les langues changent constamment. Il faut donc peut-être pas prendre toutes les découvertes archéologiques très au sérieux. Certaines d'entre elles sont peut-être l'équivalent d'un ancien paquet de chips, mais pas toutes, comme ce collier. Ce bijou étonnant a été trouvé près de Northampton et les archéologues parlent d'une découverte unique.
Le collier comporte plus de 30 pendentifs et perles constitués de pièces de monnaie romaines, d'or, de verre et de pierres semi-précieuses. La pièce maîtresse est un pendentif rectangulaire avec un motif de croix. C'est l'élément le plus grand et le plus complexe du collier. L'objet, vieux de 1300 ans, a été trouvé dans la sépulture d'une femme de haut rang, sûrement de la famille royale. La sépulture contenait aussi 2 pots décorés et un plat en cuivre. Ce collier est l'un des plus richement décorés parmi les bijoux anciens qui ont été retrouvés. Une telle découverte pourrait rapporter des millions aux archéologues, mais les scientifiques ne vendent pas les artefacts, ils se contentent de les étudier. Parfois cependant, des archéologues n'hésitent pas à conserver les objets qu'ils ont trouvés. L'histoire d'Howard Carter et du célèbre tombeau de Toutankhamon fait débat depuis des dizaines d'années. La rumeur veut que l'archéologue ait dérobé certains des trésors. Malgré l'absence de preuves solides à l'époque, on sait aujourd'hui que Carter ne voyait pas d'inconvénient à voler un pharaon mort. La tombe de Toutankhamon a été découverte en 1922 par Carter et son équipe, qui ont été les premiers à y pénétrer. L'énorme tombeau regorgeait de trésors, lits dorés, statuettes en or et amulettes élaborées destinées à protéger les morts dans leur ultime demeure. On pense que Carter a volé au moins une de ces amulettes, un objet qu'il a ensuite offert au traducteur de hiéroglyphes Sir Alan Gardiner. À la mort de Carter en 1939, 18 objets provenant de la tombe ont été retrouvés dans sa collection. Pour ne pas nuire aux relations entre l'Angleterre et l'Égypte, ils ont été discrètement vendus au Metropolitan Museum of Art et au musée égyptien du Caire. Finalement, tous les objets ont été restitués à l'Égypte. En parlant de découvertes importantes, il convient de mentionner la grotte de Denisova. Au cours des 10 dernières années, certains des fossiles les plus étonnants jamais découverts y ont été mis au jour. Leur intérêt ne sauterait sans doute pas aux yeux d'un profane ne disposant pas d'outils appropriés. Pourtant, ces fossiles contiennent de l'ADN vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce matériel génétique montre que les Denisoviens constituaient une branche distincte de l'évolution humaine, une lignée perdue. Les Denisoviens ont disparu, mais pas avant de s'être reproduits avec des humains modernes. Aujourd'hui, les habitants de l'Asie de l'Est et de la Nouvelle-Guinée portent encore en eux des fragments d'ADN dénisoviens. Il est possible que des hommes préhistoriques aient vécu dans cette grotte pendant 300 000 ans. Un cheval préhistorique vieux de 32 000 ans y a aussi été découvert. Une aiguille en os fabriquée il y a 50 000 ans a été trouvée sur le site de fouilles archéologiques en 2016. Il s'agirait de la plus ancienne aiguille connue. Dans la même grotte, on a aussi trouvé de nombreux restes d'animaux, certains disparus, mais d'autres encore vivants aujourd'hui. Un lion des cavernes sculpté dans une défense de mammouth y a également été découvert. Oui, c'est bien un lion. Il a connu des jours meilleurs. Mais cette statue de lion, aussi laide soit-elle, a quand même eu de la chance, contrairement aux propriétaires des mains trouvées dans une cache en Égypte. La découverte de 12 mains coupées en 2011 a mis en lumière une pratique connue sous le nom d'or d'honneur. Il s'agissait d'un rituel pratiqué par les guerriers égyptiens pour obtenir l'approbation du pharaon qui les récompensait avec des colliers ou des pendentifs en or en forme de mouche. Les mains n'étaient pas celles des guerriers eux-mêmes, mais de leurs ennemis. C'étaient des sortes de trophées. Les mains étaient soigneusement coupées et les os du bras retirés afin qu'il ne reste que la main et les doigts. Apparemment, le pharaon ne les acceptait qu'à cette condition. Les archéologues n'ont trouvé aucune trace de coupure sur les os, ce qui signifie que le découpage était fait avec une précision quasi chirurgicale. Et bien sûr, avec de bons outils. Mais l'Égypte ancienne s'y connaissait en médecine et en amputation, bien que la première opération chirurgicale de ce type ait eu lieu sur l'île de Bornéo. Il y a environ 31 000 ans, dans les forêts tropicales de l'île, un outil en pierre a percuté un os et un membre a été sectionné, mais son propriétaire a survécu. On considère ça comme une preuve de la plus ancienne amputation connue, des dizaines de milliers d'années avant les outils chirurgicaux, les antibiotiques et les anesthésiques modernes. Tout d'abord, un squelette humain intact a été découvert, soigneusement enterré dans une grotte. L'individu, dont le sexe n'a pas pu être déterminé à partir des ossements, était âgé d'environ 20 ans au moment de sa mort. Lorsque le squelette a été entièrement excavé, les chercheurs ont remarqué qu'il lui manquait le bas de la jambe gauche. Pourtant, les os étaient soudés à la base, signe de guérison après une blessure traumatique. La jambe avait été coupée de façon nette, sans aucun signe d'écrasement ou d'éclatement, ce qui aurait été le cas si un rocher était tombé dessus ou qu'un animal l'avait mordu. Les scientifiques ignorent la raison de cette amputation, mais elle devait être sérieuse.
Il est peu probable qu'il y a 31 000 ans, quelqu'un ait accepté de perdre une jambe sans raison valable. En fait, le patient aurait facilement pu en mourir, mais il a vécu au moins 6 ans de plus, c'est le temps nécessaire pour que les os guérissent. C'était une éternité à l'époque. Les hommes préhistoriques ne possédaient sans doute pas de concept de vie éternelle, mais en Chine, l'idée ne date pas d'hier. En octobre 2018, des archéologues y ont découvert un pot en bronze vieux de 2000 ans contenant un liquide jaune considéré comme un élixir d'immortalité. Enfin, le mélange a été trouvé dans la tombe d'un homme mort, alors il ne devait pas être très efficace. Dans un premier temps, ils ont supposé que le liquide était une boisson alcoolisée car il sentait le vin. Mais une analyse a révélé que ces 3,5 litres de liquide contenaient du nitrate de potassium et de l'alunite, des éléments mentionnés dans d'anciens textes taoïstes comme étant les ingrédients de l'élixir mythique de vie éternelle. Naturellement, ce mélange n'a pas de propriétés miraculeuses, surtout après 2000 ans passés dans un tombeau poussiéreux. Dites-moi, vous pensez à quoi quand vous entendez l'expression « catacombe pour chiens » ? Et si on parlait de l'Égypte antique ? En 2015, une équipe d'archéologues a découvert des catacombes contenant 8 millions de momies de chiens. Ils étaient sûrement destinés à être offerts à Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal. Les gens cherchaient à obtenir sa bénédiction ou exprimer simplement leur gratitude. J'admets que tout ça est un peu flippant, mais les experts comparent ces momies aux cierges qu'on dépose dans les églises. Un tel nombre de momies signifie simplement que les gens étaient très croyants en Égypte à cette époque. En fait, si vous vous intéressez à l'Égypte antique ou que vous avez regardé certaines de nos vidéos d'histoire, vous devez le savoir, à l'époque, les gens momifiaient absolument tout. C'était une chose tout à fait normale. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, pas même les archéologues, c'est à la découverte des restes d'un marsouin dans une tombe médiévale sur une minuscule île de la Manche. Il s'agirait de la tombe d'un moine. Elle a été trouvée près d'un ancien lieu de retraite spirituelle. Mais qu'est-ce qu'un marsouin vient faire là-dedans? Les archéologues n'avaient jamais rien vu de tel. Au XIVe siècle, époque à laquelle la tombe a été creusée, les gens mangeaient les marsouins. Ils les enterraient pas, surtout sur une île minuscule. Les scientifiques ont 3 théories. La première affirme que les moines n'avaient pas le droit de manger des marsouins et qu'ils ont simplement enterré l'objet du délit. Selon la deuxième théorie, il s'agissait d'une méthode de cuisson. Les moines l'avaient salé et enterré, puis ils ont oublié de le déterrer. Tout peut arriver, pas vrai? Enfin, la troisième théorie affirme que le marsouin revêtait une signification religieuse pour les moines. Malheureusement, on n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est vraiment passé à l'époque. A plus.